C'est le chef de l'État qui décide de l'entrée en guerre. J'avais recensé plus de 110 interventions militaires de la France depuis les années 90. Donc comment peut-on intervenir militairement alors qu'il faut que le Parlement l'autorise ? Or, le Parlement n'a jamais autorisé une guerre depuis au moins une quarantaine d'années. Peut-être plus. La réponse est très simple. C'est Michel Rocard qui l'a donné, y compris à propos de la participation de la France à la première guerre en Irak en 1991. Il a dit « Nous ne demandons pas au Parlement de voter la guerre, car nous ne faisons pas la guerre, nous faisons une opération militaire internationale décidée par le Conseil de sécurité de l'ONU. » Et les 110 guerres à peu près menées par la France, principalement en Afrique, interventions militaires, ont toutes, y compris la Libye et le Mali, ont toutes été qualifiées d'intervention militaire et non pas de guerre, ce qui a permis d'avoir aucune discussion. Crise économique, crise géopolitique, crise qu'on va appeler environnementale ou écologique, et le chaos qu'introduit Trump, eh bien, il est un peu, pour résumer, à l'image de l'absence désormais de vision stratégique du capitalisme américain, de l'impérialisme américain, une vision qui était inscrite depuis 1945. L'enlisement des États-Unis en Irak et en Afghanistan fait partie, disons, de ce recul géopolitique des États-Unis. Et sur le plan géopolitique ou géoéconomique, si vous voulez, l'émergence de la Chine est apparue très clairement. Elle est sortie, entre guillemets, victorieuse, même si elle est frappée par une crise immobilière énorme, de la crise financière de 2008. On assistait à un nouveau monde géopolitique. Poutine parle à Davos et dit la mondialisation avec l'intégration de la Russie, c'est fini. Il a tenté, à son arrivée en 1999, de s'intégrer dans cette mondialisation. Il n'a pas pu, comme la Chine l'a fait, s'intégrer victorieusement de son point de vue. Et donc il a changé de cap. Il a tourné directement vers un impérialisme purement prédateur et territorial. Ça n'a pas commencé avec l'Ukraine. Mais il a fait ce discours à Davos en disant la mondialisation telle qu'on l'a connue, c'est terminé. Bonjour et bienvenue sur Révolution Permanente pour cette nouvelle émission où on va parler de la militarisation, de la crise internationale et de la Ve République. Pour discuter de tout ça aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claude Serfati. Bonjour Claude Serfati. Bonjour Paul Moreau. Claude Serfati, vous êtes économiste, chercheur associé à l'IRES, membre du Conseil scientifique d'attaque, et vous êtes un spécialiste de l'industrie d'armement française et européenne. Vous avez également beaucoup travaillé sur la mondialisation et son caractère armé, sa dimension militaire, y compris dans une période où le discours dominant était plutôt celui d'une mondialisation pacifique qui allait amener la paix dans le monde. Ces travaux, ils vous ont conduit à vous intéresser à la Ve République, à proposer ce que vous appelez une économie politique de la Ve République, dans le cadre de laquelle vous montrez le lien étroit entre les institutions du régime sous lequel on vit et la question militaire, mais dans laquelle vous dépeignez aussi la réalité souvent violente, brutale de l'impérialisme français. Ces travaux, ils sont notamment consignés dans 3 ouvrages les plus récents, qui sont Le militaire en 2017, L'État radicalisé en 2022 et Un monde en guerre en 2024. Et c'est super de pouvoir vous recevoir parce que d'une certaine manière, on va pouvoir discuter ensemble à la fois de cette situation internationale à laquelle on se confronte, mais aussi de la façon dont elle se traduit spécifiquement en France, avec un régime, avec une tradition politique, institutionnelle très particulière qui façonne aujourd'hui la façon dont on va vivre cette crise. Alors je le disais rapidement, mais on vit une crise, on vit une période de bouleversement, d'accélération de la décomposition de l'ordre néolibéral. Au moment où je parle, on est quelques jours après que Donald Trump ait annoncé une vague de tarifs douaniers d'une ampleur inédite, sans précédent depuis les années 30. Et le 5 mars dernier, déjà, Emmanuel Macron, dans une allocution, nous expliquait que nous étions rentrés dans une nouvelle ère, qu'il fallait se préparer d'une certaine manière à une nouvelle course à la militarisation. Un des symptômes les plus éloquents de ce changement de situation, c'est l'Allemagne, avec l'annonce d'un plan de réarmement véritablement massif ces dernières semaines. Mais partout en Europe, et plus largement d'ailleurs, on parle de la nécessité de renforcer les budgets militaires. La guerre, elle revient au centre des débats, évidemment, pas dans le cadre d'un débat démocratique, mais plutôt d'une propagande de guerre, d'une certaine manière, qui vise à entériner, à faire accepter
la nécessaire course à l'armement. Et du coup, je voulais d'abord peut-être vous entendre sur la façon dont vous, en tant que spécialiste de ces questions depuis des années, vous analysez la situation dans laquelle nous sommes entrés. Si on est entré dans une nouvelle ère, comme le dit Emmanuel Macron, quelles sont ses caractéristiques d'une certaine manière et à quoi on doit s'attendre? Bien. Moi, plutôt que de la décomposition de l'ordre néolibéral, je pencherais plutôt pour dire qu'on assiste actuellement à un chaos du régime de domination capitaliste. Je pense que c'est à ce niveau, si on peut dire, qu'il faut placer le problème. Et on est bien loin simplement de la décomposition de l'ordre néolibéral, dont d'ailleurs le contenu théorique est toujours discuté, parce qu'on y reviendra sans doute. Pour moi, on est rentré avec les décisions de Trump dans une ère, disons, de territoire inconnu, comme disent les Anglais, qui est en fait clairement la marche au chaos. J'expliquerai dans un instant que cette marche au chaos, elle est déjà inscrite depuis la fin des années 2000, ce que j'appelle le moment 2008, mais pour revenir à cette période très très récente de l'élection de Trump et des mesures que vous avez mentionnées, je pense qu'il faut bien réfléchir à son enjeu. Et pour cela, d'une certaine manière, faire un petit détour sur la place des individus dans l'histoire, de façon à ne pas tomber dans le piège de Trump, un individu incontrôlable, Trump, un individu caractériel, Trump uniquement intéressé par les affaires de son gendre en Arabie Saoudite, etc., etc. Tous ces éléments jouent peut-être, mais on n'a pas analysé la montée des régimes totalitaires, on n'a pas analysé la victoire de Staline ou la victoire de Hitler par leur caractère psychologique, ou plutôt ce type d'explication a été rejeté. Donc je pense qu'il faut comprendre que, comme dit l'encyclopédiste brillant Helvétius, un des meilleurs philosophes des Lumières français, enfin de la France plutôt, il explique que l'évolution sociale a besoin de grands hommes. Et lorsque elle ne les trouve pas, elle les invente. Cette phrase est reprise par Marx dans un de ses textes sur les luttes de classe en France dans les années 48-52. Et je pense qu'elle s'applique à Trump comme elle s'applique à beaucoup d'individus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut un certain type de personnage pour mettre en place un certain type de politique. Et l'élection de Trump, c'est la victoire de tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il faut aller au chaos. Plus exactement, on est contraint d'aller au chaos avec, je dirais dans une formule, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire qu'il faut absolument mobiliser tous les moyens. Et quand je dis tous les moyens, c'est bien sûr, on va y revenir, les moyens militaires et coercitifs, pour essayer de sauver le soldat du capital américain. Je ne pense pas du tout que le capital américain soit dans une phase terminale d'agonie, c'est pas ça, mais il est à l'image même de ce monde qui n'est pas le monde libéral, qui est le monde capitaliste, c'est-à-dire celui d'un monde qui est confronté aujourd'hui à ses propres limites, à ses propres contradictions. Et le chaos qu'introduit Trump, eh bien, il est un peu, pour résumer, à l'image de l'absence désormais de vision stratégique du capitalisme américain, de l'impérialisme américain, une vision qui était inscrite depuis 1945 dans ce que les théoriciens des relations internationales dominants ont appelé l'ordre libéral international, dans lequel les États-Unis reconstruisaient et développaient un monde. Ils en tiraient certes un profit, mais ils comprenaient que le bénéfice asymétrique qu'ils tiraient, par exemple sur le plan militaire ou sur le plan du dollar, devait être compensé par une intégration économique des pays capitalistes développés. Je parle bien de cela. Pour les autres, on pourra y revenir. C'est les dizaines de pays qu'on appelle les États faillis. Eux n'ont qu'une place très très réduite et très confinée dans cet ordre libéral international. C'est ça qu'aujourd'hui Trump, mais derrière lui, j'allais dire, les grands groupes financiers et industriels américains ne peuvent plus prolonger. Depuis la fin des années 2008, je vais y revenir dans un instant, le capitalisme est confronté à une série de contradictions qui sont économiques,
géopolitique, environnementale, sociale, et la réponse que les États-Unis ont donnée, ça a été de faire marcher la planche à billets pour continuer à satisfaire, après la crise financière de 2008, le capital financier. Il est de fait qu'il prospère. Mais ça a été une réponse qui a été donnée par Obama en 2008, qui est d'essayer de continuer cet ordre libéral international, et en particulier l'intégration transatlantique, états-unienne, Union européenne, par le traité sur le partenariat sur l'industrie et le commerce, qui a avorté en 2014. J'ai publié, l'article est disponible en ligne dans la chronique internationale de l'IRES, les raisons pour lesquelles ce partenariat transatlantique, qui devait prolonger, disons, l'union des États-Unis et de l'Europe contre la Chine, le pivot vers la Chine, c'est du temps d'Obama que la formule date. J'ai expliqué pourquoi, dans cet article, ce traité était non seulement dangereux pour les salariés, c'est son titre, mais également nourri de contradictions, de rivalités entre les États-Unis et l'Union européenne, et qui ont aujourd'hui éclaté au grand jour. Donc je pense que les tentatives d'Obama, les tentatives de Biden de prolonger d'une certaine manière cet ordre libéral international sont entrées de plus en plus en contradiction avec l'autre dimension, à savoir marginaliser la Chine, ou en tout cas la faire reculer. C'était impossible de maintenir les deux, et Trump a pris d'une certaine manière acte de cette impossibilité pour nous introduire dans un nouveau monde, enfin qu'il ne connaît pas, hein, qu'il ne maîtrise évidemment pas, qui est ce monde de chaos dont j'ai parlé. Alors, c'est indiscutablement une accélération de l'histoire, mais je pense qu'elle s'inscrit dans ce que j'ai qualifié de moment 2008, c'est-à-dire cette concordance de temporalité unique, d'une crise financière, mais qui est en fait une crise économique. Je partage ici le point de vue, par exemple, de l'économiste blogueur marxiste Michael Roberts, hein, qui explique que c'est une crise de rentabilité du capital. On retombe sur des vieilles traditions, disons, d'analyse marxiste, et je pense que c'est fondé. Hein. Le capital, aujourd'hui, a du mal à accumuler parce que son niveau de taux de profit est insuffisant. Ne confondez pas les bénéfices financiers à la bourse d'une part, ou même les bénéfices réels enregistrés par quelques dizaines de grands groupes, avec le capital en général. C'est une confusion sur laquelle je vais revenir, que beaucoup de gens, y compris les marxistes, ont fait. Non, le capitalisme, c'est pas simplement les géants du numérique, c'est tout un corps social organisé et qui doit faire produire collectivement, Marx parle de capitalisme communiste, qui doit faire produire collectivement de la plus-value aux salariés et la redistribuer dans une forme d'égalisation des taux de profit, je ne rentre pas dans les détails techniques, qui s'impose. Ce taux de profit est insuffisant, une crise géopolitique. J'ai analysé dès la fin des années 2000 qu'on assistait à un nouveau monde géopolitique. Poutine parle à Davos et dit la mondialisation avec l'intégration de la Russie, c'est fini. Il a tenté, à son arrivée en 1999, de s'intégrer dans cette mondialisation pour des raisons que je ne développe pas ici. Il n'a pas pu, comme la Chine l'a fait, s'intégrer victorieusement de son point de vue, hein, et donc il a changé de cap, il a tourné directement vers un impérialisme purement prédateur et territorial, hein, ça n'a pas commencé avec l'Ukraine, mais il a fait ce discours à Davos, c'est pas peu symbolique qu'il l'ait fait à Davos en disant la mondialisation telle qu'on l'a connue c'est terminé, l'enlisement des États-Unis en Irak et en Afghanistan fait partie, disons, de ce recul géopolitique des États-Unis. Et sur le plan géopolitique ou géoéconomique, si vous voulez, l'émergence de la Chine est apparue très clairement. Elle est sortie, entre guillemets, victorieuse, même si elle est frappée par une crise immobilière énorme, de la crise financière de 2008. Crise économique, crise géopolitique. Je ne développe pas, mais bien sûr, c'est une dimension absolument inédite pour le capitalisme. Crise qu'on va appeler environnementale ou écologique, dans lequel on voit aujourd'hui que la reproduction du capital ne peut plus désormais se faire qu'en détruisant la nature, en faisant la guerre à la nature, et je rappelle que l'humanité fait partie de la nature. Juste pour ne pas donner l'impression qu'il s'agit de discours généraux, pour montrer qu'est-ce que ça signifie, cette conjonction des contradictions et des limites économiques et environnementales. On nous parle beaucoup de l'intelligence artificielle.
Elle représente aujourd'hui, en 2024 plus exactement, 4% de la consommation énergétique des États-Unis. Précisons, la consommation des banques de données consomme 4% de l'énergie des États-Unis en 2024. Les prévisions pour la fin des années 2020, c'est-à-dire à quelques années près maintenant, c'est 8%, le doublement de la consommation de la part de la consommation énergétique américaine, voire 12% selon les estimations du département de l'énergie des États-Unis. Il est clair que dans ce monde où la course aux banques de données pour des raisons économiques et beaucoup politiques de surveillance des populations ou de destruction militaire des populations comme on le voit dans la guerre à Gaza, il est clair que la course à l'intelligence artificielle et aux banques de données, avec cette consommation énergétique absolument insupportable, ne peut signifier que la lutte pour le partage des ressources naturelles sous une forme violente. Dans le développement et l'essor souvent vanté de l'intelligence artificielle comme prétendue nouvelle quatrième révolution industrielle, vous avez exactement l'autre volet, celui de Trump qui nous annonce qu'il veut annexer le Groenland, qu'il veut faire du Canada le 51e État, qu'il veut annexer Panama et Gaza aussi, mais en tout cas annexer et contrôler des ressources indispensable pour la consommation d'intelligence artificielle. Voilà ce qu'est le moment 2008, qu'on voit aujourd'hui se révéler en quelque sorte dans toute sa dimension, mais je pense qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas, non seulement ce n'est pas Trump qui a enclenché, disons, la période, mais que cette période était en quelque sorte préparée par des processus quoi, qui minent, qui continuent à miner le capitalisme, si vous voulez, et Trump utilise les moyens traditionnels pour y faire face. Alors, c'est une situation inédite, cette conjonction, cette concordance de temporalité entre une crise financière, une crise économique, une crise géopolitique et, disons, la destruction accélérée de la nature, elle est inédite dans sa forme parce que, pour moi, l'histoire ne se répète pas sous forme cyclique, mais on dispose malgré tout d'outils d'analyse. Et les outils d'analyse que je mobilise, moi, pour analyser cette période, et ça, c'est pas de l'élection de Trump que ça date, hein, je les mobilise depuis pratiquement mon agenda de recherche initial, hein, c'est les théories de l'impérialisme. On a dans les théories de l'impérialisme, telles qu'elles ont été développées par les marxistes avant 1914, on a la Première Guerre mondiale, on a en fait, disons, le noyau dur que je résume ainsi, c'est d'une part la formation d'un capital monopoliste financier concentré, et je ne vais pas vous abreuver de chiffres sur le degré de concentration des marchés, non seulement dans le numérique, mais dans la plupart des autres secteurs. Il y a beaucoup d'études d'économistes industriels tout à fait orthodoxes, bien sûr, qui montrent que le degré de concentration des marchés a augmenté considérablement dans ces 20 dernières années, aussi bien aux États-Unis que dans l'Union européenne. C'est d'une part donc cette concentration très très forte du capital financier monopoliste, et d'autre part c'est le partage du monde. Hein. On a, je pense, l'essence des théories de l'impérialisme, au-delà des différents critères qui peuvent être mobilisés, que d'une part le mouvement du capital pousse à la concentration vers le capital financier, et d'autre part que cette concentration ne peut se faire que avec, disons, la violence, parce que le partage du monde implique, bien sûr, je ne vais pas vous le démontrer, l'utilisation de la violence et pas simplement la victoire sur les marchés. Alors, si je mobilise cette théorie, ces théories de l'impérialisme, elles sont diverses, elles sont parfois divergentes, mais je pense que le noyau dur, là, il est partagé par tous les théoriciens marxistes, hein, cette double dimension de l'impérialisme. J'ai essayé quand même de montrer que l'impérialisme, c'est une modalité du capitalisme. Et cette modalité du capitalisme, d'une certaine manière, j'ai mobilisé ma lecture, je la revendique pour moi, hein, ma lecture de Marx. Hein. Les analyses ont beaucoup insisté, beaucoup valorisé cette formule que le marché mondial est contenu
dans le concept de capital. Et cette phrase de Marx, prononcée il y a presque 2 siècles maintenant, a servi de glorification et d'auto-justification sur la vérité du marxisme qui n'était pas surpris par la mondialisation du capital à partir des années 80. Et finalement, tout avait été écrit dans Marx et il s'agissait là de voir les formes particulières qui étaient, nous dit-on, les formes néolibérales du libéralisme ou, pour des gens comme François Chenet, moi et beaucoup d'autres, la domination du capital financier. Mais ce qui me paraît essentiel et que j'ai essayé d'extirper des analyses de Marx du marché mondial, c'est qu'il va plus loin que cette phrase. Et pas beaucoup de gens sont allés beaucoup plus loin que cette phrase très brillante, mais qui me paraît insuffisante. Parce que si le marché mondial est inclus dans le concept de capital, j'ajouterais que pour Marx, et je le démontre dans mes travaux à partir des textes eux-mêmes, bien sûr, je démontre, pour Marx, la fragmentation géopolitique, on va l'appeler comme ça, la fragmentation géopolitique du marché mondial est contenue dans le marché mondial et dans le concept de capital. Donc ne pas s'arrêter au fait que le marché mondial découle du capital, mais que la fragmentation géopolitique du marché mondial est elle-même inhérente au capital. Le capital vit dans la concurrence, et il vit dans la concurrence à la fois interne et externe. Et je voudrais vous citer la phrase du jeune Marx, c'est un texte qui date de 1845, vous voyez, 3 ans avant le manifeste du Parti communiste. Je voudrais simplement vous lire cette phrase qui, pour moi, résonne fortement dans l'actualité. Quel que soit le combat que le bourgeois individuel mène contre les autres, en tant que classe, les bourgeois ont un intérêt commun, et cette communauté d'intérêts qui est dirigée contre le prolétariat à l'intérieur du pays est dirigée à l'extérieur contre les bourgeois des autres pays. C'est ce que le bourgeois appelle sa nationalité. Je pense qu'on a dans cette phrase, je ne vais pas être trop long, mais je cite une phrase de Jean Jaurès, parce qu'elle n'est pas connue, qui est à peu près du même tonneau, de la même symbolique. On a dans cette phrase, si vous voulez, le résumé de ce que j'ai essayé de dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier le marché mondial de sa fragmentation géopolitique. Parce que pour moi, j'ai essayé depuis très longtemps de l'expliquer, de le documenter, le capital comme concept, il s'incarne physiquement, réellement dans des rapports sociaux. Et ces rapports sociaux, ils sont à la fois territorialement délimités, disons c'est les États-nations pour aller vite, et politiquement construits. Et je pense que dans cette formule que je propose, de dire que le capital en tant que rapport social est à la fois territorialement délimité et politiquement construit, c'est-à-dire a besoin d'un État qui le protège contre justement ceux d'en bas, eh bien je pense qu'on a cette double dimension du marché mondial qui est effectivement la marche au marché mondial, le dépassement des frontières nationales et en même temps l'extraordinaire résistance, on le voit aujourd'hui, y compris au sein même du bloc transatlantique entre les États-Unis et l'Union européenne, l'extraordinaire résistance que les États-nations, que les frontières nationales continuent de mettre face à la marche du capital. Oui, effectivement. Du coup, vous ramenez un petit peu la situation internationale à la normalité des structures capitalistes, des antagonismes qui les traversent en permanence. Mais j'aurais voulu savoir quelle place spécifique ou pouvez-vous revenir sur la dimension militariste, la dimension de la militarisation comme moment justement spécifique de ces tensions géopolitiques et économiques, à la fois quelle place elle occupe dans ces antagonismes, mais aussi où on en est. Est-ce qu'il y a véritablement un nouveau cap qui est passé dans la militarisation? Dans un monde en guerre, d'une certaine manière, vous rappelez que la militarisation n'a jamais cessé et vous donnez notamment des chiffres sur l'Union européenne et la militarisation et sur les dynamiques militaristes à l'intérieur de l'Union européenne, des États mais aussi de la Commission. D'une certaine manière, au moment où cette militarisation elle apparaît plus au centre de l'actualité, j'aimerais savoir où est-ce qu'on en est et voilà, quid de cet aspect spécifique de toutes ces dynamiques dont vous venez de parler. Alors, vous avez raison de
de poser la question de la place du militarisme, parce que je l'ai mentionné en pointillé, donc je vais le dire un peu plus clairement. Une bonne partie de l'analyse critique, marxiste ou pas, hein, mais critique en tout cas du capitalisme, s'est longtemps bornée dans les années 90, 2000 et 2010, à qualifier la mondialisation de néolibérale en portant des critiques très sévères contre le rôle des marchés financiers, par exemple, les politiques de démantèlement des droits sociaux, enfin, toutes choses parfaitement exactes sur lesquelles on peut s'accorder. Mais lorsque j'ai publié la mondialisation armée en 2001, quelques mois avant le 11 septembre, un de mes objectifs était de rappeler à mes amis, proches souvent, que le capitalisme vit sur deux pieds. Hein. Il est effectivement un régime économique, et j'aime pas le terme néolibéral, mais bon, après tout, appelons-le comme ça. Hein. Le régime qui s'est instauré, c'est un régime néolibéral. Encore une fois, je préfère dire dominé par le capital financier, mais c'est pas très important à ce niveau de discussion. Mais il est aussi un régime, un mode de domination sociale. Hein. J'ai mentionné les États, vous l'avez entendu, et la phrase de Marx que j'ai citée, comme celle de Jaurès qui figure dans mon ouvrage, sont explicites là-dessus. La force, disons, du capital, c'est d'avoir un instrument pour se défendre. Pour se défendre à la fois à l'intérieur, c'est la police, et pour se défendre à l'extérieur. Et dans la mondialisation armée, publiée en 2001, j'ai analysé le processus assez étrange et pas tellement mentionné à l'époque, qui voyait, après la chute du mur de Berlin et la dissolution de l'URSS, en quelque sorte, le capital être orphelin, en quelque sorte, d'ennemis. Hein. Et peu à peu, le langage est passé d'un agenda de défense, proprement dit, à un agenda de sécurité nationale. J'ai attaché de l'importance à ce changement sémantique qui a été lancé dès les débuts des années 90, renforcé, parce qu'il existait depuis 1945, mais renforcé au début des années 90 dans les documents de l'administration américaine, états-unienne, mais qui a été reprise en 2003, pratiquement dans les mêmes termes, par l'Union européenne, hein, avec pour la première fois un agenda de sécurité nationale. La différence avec l'agenda américain et états-unien était que l'Union européenne voulait une discussion multilatérale et non pas des frappes préventives, comme Bush voulait le faire, et il l'a fait en Irak. Il fallait d'abord discuter avant de frapper. Mais sur le fond, les deux agendas, publiés par l'administration Bush en 2002 et par l'Union européenne en 2003 sous la direction de Javier Solana, le responsable de la politique de sécurité dans l'Union européenne et qui est devenu ensuite secrétaire général de l'OTAN, les deux agendas se ressemblaient. Et pour moi, j'ai attaché de l'importance, comme je l'ai dit, à cette notion de sécurité nationale, parce qu'elle permettait, elle ouvrait un nouveau cycle, disons, dans l'agenda stratégique, qui était une certaine confusion, une certaine convergence, si vous voulez, entre les ennemis intérieurs et les ennemis extérieurs, entre la concurrence économique et l'utilisation d'armes militaires, etc., etc. C'est-à-dire que l'ère qui s'est ouverte dans les années 90, et je pense qu'aujourd'hui on en voit les pleins résultats, c'était une ère où justement cette frontière entre l'ennemi intérieur et l'ennemi extérieur perdait un peu de sa signification, et peu d'analyses, peu de commentaires ont mentionné, ou en tout cas sans vraiment l'expliquer, que les dizaines de décrets présidentiels que Trump a pris, à savoir pour déporter les immigrés, pour organiser, disons, la déréglementation des marchés, et bien sûr pour organiser la guerre commerciale telle qu'il l'a décidé hier, le prétendu jour de la libération, comme il dit, il l'a fait, toutes ces mesures, il les a prises au nom de l'état d'urgence. Pour l'auditeur ou le téléspectateur français, je pense que ça frappera, puisque on sait, j'avais expliqué dans l'État radicalisé, que depuis 2014, l'utilisation de l'état d'urgence avait été massive, systématique, et j'ai en particulier documenté dans cet ouvrage la dernière période où Macron a usé, on peut même pas dire abusé, parce que c'est dans les règles de la Ve République, mais a usé de l'état d'urgence pour finalement court-circuiter même le Conseil des ministres, puisque concrètement, le Conseil de défense, qui est
était à sa main, et réunissait très 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 peu d'individus, de ministres, et surtout réunissait le chef d'état-major des armées, se tenait 1 heure avant le Conseil des ministres, qui était chargé ensuite, le mercredi, d'exécuter. Donc l'état d'urgence, vous voyez, que Trump mobilise pour des causes qui semblent quand même assez lointaines, la guerre commerciale, c'est pas la sécurité nationale. Oui, ça l'est. La déréglementation des marchés financiers, c'est au nom de la sécurité nationale, enfin de l'état d'urgence, mais il invoque explicitement l'état d'urgence référant explicitement à la sécurité nationale, qu'on me comprenne bien. Ben, voilà à peu près ce que j'essayais d'expliquer, je dois dire, en n'étant pas très très entendu pendant un certain nombre d'années, j'essayais d'expliquer dans la notion d'agenda national. Donc votre question sur le militarisme, elle répond d'abord à ça. C'est un militarisme qui non pas fusionne avec la police, enfin il peut fusionner jusqu'à un certain point, mais il faut bien à garder à l'esprit qu'il y a quand même des différences et que chacune des deux institutions veille jalousement à son autonomie, mais il y a une sorte de convergence, d'accélération. On connaît bien en France, sans doute qu'on y reviendra, sur l'ordre militaro-sécuritaire, si vous voulez, un terme que j'emploie, hélas, de plus en plus pour qualifier la situation internationale et nationale. Eh bien, l'ordre militaro-sécuritaire, c'est disons, cette première explication à la montée du militarisme. Mais je ne m'arrête pas là, et pour être bref simplement, je pense qu'il serait insuffisant de s'arrêter à cette dimension que je vais appeler structurelle, c'est-à-dire les transformations profondes du capitalisme qui amènent et qui le conduisent à conjuguer ses efforts conjointement, en quelque sorte, contre l'ennemi intérieur et contre l'ennemi extérieur. Contre l'ennemi intérieur, il n'y a pas de problème, puisque chaque classe dominante lutte contre ses ennemis intérieurs, c'est bien connu, et justement, la conjonction avec l'ennemi extérieur, là on voit que ça rencontre des limites, parce que la Chine n'est sûrement pas d'accord pour partager, disons, ce que les États-Unis vont décider. Et même l'Union européenne aujourd'hui a une sorte de réflexe pour essayer de sauver les meubles. La deuxième dimension du militarisme sur lequel vous m'interrogez, de l'accélération du militarisme, c'est le poids des systèmes militaro-industriels eux-mêmes. On ne peut pas s'arrêter à ce premier niveau structurel que j'ai essayé de résumer. J'ai toujours cru au rôle non seulement des individus, ça va de soi, mais aussi au rôle des institutions, et une bonne partie de mon travail a consisté à voir comment les systèmes militaro-industriels de quelques grands pays, ils ne sont pas très nombreux, s'étaient peu à peu enracinés depuis la Seconde Guerre mondiale. La mondialisation néolibérale, comme la plupart des analyses la nomment, n'a pas du tout été une période de régression des systèmes militaro-industriels, même pas d'ailleurs des dépenses militaires proprement dites, mais surtout pas des systèmes militaro-industriels qui se sont en quelque sorte redensifiés, remobilisés à partir des marchés financiers. J'ai publié dans quelques articles en français, disponibles en ligne bien sûr, à partir des années 2000, dans des revues entre guillemets académiques, mais en espérant être lisibles pour les lecteurs non spécialisés. J'ai expliqué comment les marchés financiers, la finance, pour parler large, avait intégré, disons, le fait qu'on était rentré dans un état de guerre permanente, puisque c'était à peu près, de guerre à la terreur, mais qui était une guerre permanente. C'était la formule qu'avait utilisée George Bush en 2001. Et j'ai montré, et je le remontre encore dans Un monde en guerre, et je le remontre encore dans les articles publiés en ce moment ou dans quelques semaines sur l'explosion boursière des valeurs des grands groupes de l'armement, que les marchés financiers, en quelque sorte, ont régénéré, ont dynamisé les grands groupes industriels, bien avant, encore une fois, que n'éclate la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a amplifié le processus, mais il faut bien comprendre que l'image, et voilà une première critique qu'on pourrait faire au terme néolibéral utilisé, l'image que les marchés auraient peur de la guerre et anticiperaient donc cette guerre et donc dévaloriseraient le capital boursier, capital fictif mais quand même très réel pour les dividendes qu'il procure aux actionnaires. Cette idée qui est un petit peu sous-jacente à l'idéologie néolibérale, parce que qui pense néolibéral pense victoire du marché, et qui pense victoire du marché pense effectivement d'un monde pacifié, le
capital n'aime pas la guerre. C'est toute cette supposition, cette hypothèse implicite qui est parfois contenue derrière le terme néolibéral que j'ai essayé de démonter depuis les années 90. Alors, spécifiquement, vous êtes revenu sur ces dynamiques dans le cas français. Et la situation de l'impérialisme français dans cette nouvelle situation qui s'ouvre, on le voit, hein, pas depuis des mois, mais depuis des années, depuis ce moment 2008 dont vous parlez, elle est paradoxale. D'un côté, on a un pays qui est très porté sur la guerre, qui est détenteur de l'arme nucléaire, qui possède une armée habituée à intervenir du fait de l'activisme militaire que vous documentez, et puis qui dispose par ailleurs d'une industrie d'armement importante, même démesurée par rapport au reste de son industrie. Tous ces éléments, on pourrait d'une certaine manière se dire que c'est autant d'avantages à un moment où la guerre revient comme une possibilité plus concrète ou plus immédiate à l'échelle internationale de façon qualitativement supérieure à la période précédente de néolibéralisme qui apparaissait comme plus pacifique. Et en même temps, c'est un impérialisme en déclin, un impérialisme qui connaît un recul de son influence internationale, un recul y compris de son influence dans son précaré africain. On a vu la succession de revers et de déroutes en Afrique subsaharienne ces dernières années, et qui est par ailleurs confronté à une forte contestation interne au sens large, c'est-à-dire à la fois en métropole, avec des luttes sociales régulières, récurrentes, la dernière étant la grande bataille des retraites de 2023, mais aussi dans les territoires coloniaux que l'État français continue de dominer. Et là, la Kanaki a été, d'une certaine manière, la pointe avancée de cette crise dans non pas le précaré, mais directement les restes de l'empire colonial français. Et tout ça culmine d'une certaine manière dans une crise politique qui aujourd'hui est inédite, avec un Parlement très morcelé. Alors j'aurais aimé savoir, de votre point de vue, dans quel état l'impérialisme français aborde finalement cette accélération de l'histoire, cette accélération des contradictions dont vous avez parlé, avec quelle force et avec quelle faiblesse, et finalement est-ce que ces tendances elles peuvent renforcer l'impérialisme français ou est-ce qu'elles sont vouées à accélérer son déclin ? Oui, il faut effectivement tenir compte des deux dimensions de l'État ou du positionnement du capitalisme français dans le monde, qui est d'une part son recul considérable, j'en donnerai juste quelques exemples, mais aussi la permanence de sa position militaire. Et effectivement, il convient de voir en quoi quelle force, celle du recul ou celle, disons, du maintien du militarisme, vont l'emporter l'une sur l'autre ou l'autre sur l'une. Mais pour quand même dire brièvement les choses sur le recul du capitalisme français, il est considérable. Il est considérable d'abord sur le plan économique. J'ai fait un petit calcul. Depuis 2008 jusqu'en 2024, la France a accumulé un déficit de sa balance commerciale, c'est-à-dire de ce qu'elle vend moins ce qu'elle achète, avec l'Union européenne de 500 milliards d'euros. 500 milliards d'euros uniquement sur la période 2008-2023, uniquement avec l'Union européenne. Le déficit n'est pas tellement... Il existe, bien sûr, avec le reste du monde, si on accepte l'énergie et les hydrocarbures. Donc, il n'est pas tellement avec le reste du monde. La balance commerciale serait presque équilibrée. On arriverait plus ou moins équilibré. Mais là où ça blesse, c'est avec l'Union européenne. Mais le problème, c'est que l'Union européenne représente 60%, ou presque 60%, des échanges commerciaux de la France. Le problème, c'est que l'Union européenne a été conçue à la fois sur le plan économique, je ne veux pas être plus long là-dessus, mais aussi sur le plan géopolitique, comme une projection de la puissance de la France. La position française au sein de l'Union européenne a toujours été d'essayer de faire de l'Union européenne, en quelque sorte, le tremplin de la domination française. Cette illusion, qui est déjà partagée par De Gaulle, sous la forme de l'Europe des États-nations, comme il dit, dans laquelle, justement, la France, comme État-nation, étant à l'époque une des plus puissantes d'Europe, enfin de l'Union européenne de l'époque, eh bien, elle pourrait dominer, y compris dominer éventuellement l'Allemagne, ou en tout cas faire
avec la poignée de main de Mitterrand, de Gaulle et d'Adenauer, une sorte de couple, comme on dit, hein, une formule qui fait rire quand on l'utilise en Allemagne, hein, le couple franco-allemand, parce qu'évidemment, ils évoquent autre chose dans le couple, et ils n'ont évidemment, et à juste titre, pas le sentiment qu'il s'agit d'un couple, ou alors, effectivement, on continue à vivre dans un monde extrêmement hiérarchisé, une famille extrêmement patriarcale, où l'un des membres du couple domine largement l'autre. Donc, il faut bien comprendre que le déclin économique n'est pas simplement, tragiquement, la désindustrialisation et les emplois qui sont supprimés de ce fait. C'est pas simplement le fait que la balance commerciale en 2024 a été déficitaire de 100 milliards d'euros, et qu'il a fallu pour cela avoir des excédents des services financiers, c'est-à-dire des banques françaises à l'étranger, pour essayer de le limiter. Donc la tragédie n'est pas simplement le glissement progressif d'une France sur le plan économique qui passe de son industrie qui est dans un état de désastre à une position de France rentière qui finalement continue à profiter du monde en quelque sorte et réaliser des excédents uniquement grâce à ses services financiers. Il y a beaucoup d'analyses d'historiens, et pas simplement d'Engels, mais d'historiens qui ont documenté la tradition rentière à l'échelle internationale de la France. Mais on voit bien que c'est dans l'Union européenne même que se concentrent ces difficultés. La France est le seul pays déficitaire, dans le sens où je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de sa balance commerciale, de ce qu'elle vend par rapport à ce qu'elle achète. C'est le seul pays déficitaire de la zone euro, c'est-à-dire des 15 grands pays qui dominent l'Union européenne. La moyenne des excédents, non pas des déficits, de ces 15 pays, ça représenterait pour la France, ils réalisent chaque année, 100 milliards d'excédents. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 100 milliards de déficit, vous pouvez considérer que tous les autres pays de l'eurozone ont en moyenne un excédent commercial de 100 milliards d'euros. On n'en parle jamais, ou très peu. On parle beaucoup du déficit budgétaire, mais il est clair qu'un déficit commercial, il faut que ça se finance, parce que la France ne peut pas, comme on dit, vivre au-dessus de ses moyens. Donc c'est absolument, ce déficit commercial est absolument lié au recul économique, pour aller vite, de la France. Mais c'est un recul géopolitique. Vous avez mentionné le désastre au Sahel, qui, comme le disait déjà un journaliste du Monde en 2014, va devenir notre Afghanistan. Il ne fallait pas vraiment être grand prophète pour envisager cette solution. C'était contenu même dans l'intervention de François Hollande, que le désastre aurait lieu, mais la guerre, c'était quelque chose qui était nécessaire, comme celle de Libye, à la fois pour renforcer le statut présidentiel, pour satisfaire les besoins de l'armée, qui est un corps expéditionnaire très important, on y reviendra peut-être sur la nature de la Ve République, et enfin pour, disons, maintenir des positions géopolitiques et économiques dans ce précaré. C'est le désastre au Liban, on a vu depuis 2020 les coups de menton d'Emmanuel Macron allant chapitrer, donner des ordres au gouvernement libanais en 2020. On voit sa marginalisation aujourd'hui dans le conflit au Moyen-Orient, comme on dit, et on voit finalement, sous une forme assez brutale, presque cynique, la subordination de la diplomatie française, j'entends là Emmanuel Macron, au génocide qui est organisé à Gaza. On voit que c'est contradictoire, ou en tout cas ça s'éloigne et ça mine les bases de ce qu'on appelait, à tort d'ailleurs, la diplomatie arabe du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères, qui était une tentative tout de même de concilier les intérêts politico-économiques avec les pays arabes du Moyen-Orient avec le soutien à Israël. Cette situation est de moins en moins tenable, et la subordination ou la passivité du gouvernement français face au génocide en cours. On m'a même dit hier, dans un courrier que j'ai reçu, qu'un ministre israélien serait prochainement reçu en France, montre, disons, le recul de l'impérialisme français dans le monde. Il reste la Kanaki, il reste la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est un enjeu déterminant pour la France, un enjeu
politico-idéologique, si vous voulez. C'est considérer que la France est une et indivisible et que toutes les minorités qui voudraient les remettre en cause ne pourraient être que des agents de l'étranger. C'est un discours qui est systématiquement tenu à propos du mouvement d'indépendance kanak, qui sont soutenus par certaines populations de la région pacifique. C'est un enjeu donc politico-idéologique, c'est un enjeu économique, et c'est un enjeu, je dirais, géoéconomique, dans la mesure où ça permet à la France de disposer de la deuxième zone économique exclusive du monde, 9,5 millions de kilomètres carrés, juste derrière les États-Unis, pas très loin derrière, et qui permet d'afficher la grandeur de la France et en même temps de faire circuler les sous-marins nucléaires dans la région, puisqu'elle nous appartient, entre guillemets, cette zone économique exclusive. Donc il y a un lien, je pense, entre ce recul géopolitique de la France, que j'ai mentionné, au Sahel, au Liban, et disons, l'acharnement à maintenir la Nouvelle-Calédonie sous l'emprise française. On a un lien parce que, même si c'est un territoire français, ça serait insupportable qu'il devienne un territoire dominé par d'autres, et en particulier par leur propre peuple. Ces éléments de crise, effectivement, comme vous l'avez souligné, ils se traduisent notamment par un fort activisme répressif dans ces territoires. Là, vous parliez à l'instant de la Kanaki, où on a vu s'imposer tous les outils, toutes les méthodes dont l'État sait faire usage, envoi de corps spéciaux de la police et de la gendarmerie, état d'urgence, interdiction de réseaux sociaux comme TikTok, etc. Et ça fait le pont avec la situation et l'autoritarisme qu'on connaît en France ces dernières années, et que vous avez commencé à évoquer d'une certaine manière. Depuis 2014, depuis 2015, on fait face à une utilisation toujours plus systématique, toujours plus dense, toujours plus récurrente des leviers les plus bonapartistes de la Ve République, qui vont d'un outil comme le 49.3 utilisé pour passer toutes les grandes contre-réformes, au Conseil de défense pour garder la main ou concentrer de manière très, très importante le pouvoir dans des moments de crise, en passant même par la façon dont le pouvoir de nomination du Premier ministre par Emmanuel Macron est utilisé pour, d'une certaine manière, garder le contrôle sur la crise politique après les élections législatives, où le pouvoir est quand même fragilisé par une défaite importante et un morcellement du Parlement. Vous montrez bien dans vos travaux que cet autoritarisme, cette nature très verticale des institutions, elle ne peut pas être dissociée du rôle du militaire. Vous avez une phrase qui revient souvent, c'est de dire en France, de manière générale, l'État est au centre des rapports sociaux et l'armée est la colonne vertébrale de cet État. Et vous soulignez que c'est vrai de la France en général, mais c'est vrai de la Ve République en particulier. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur ce rôle spécifique de l'institution militaire, de la manière dont elle façonne les institutions et la place qu'elle occupe dans le régime français ? Oui, et pour cela, comme toujours, il faut mobiliser un petit peu l'histoire et comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui avec cette centralité de l'État au sein des rapports sociaux et la centralité de l'armée au sein de l'État, c'est quelque chose qui vient de loin. Alors, il faut se garder de penser qu'il y a un éternel retour ou une continuité qui n'est pas faite de rupture, mais il faut bien voir que si, comme je l'ai dit tout à l'heure, les rapports sociaux sont territorialement délimités et politiquement construits, ça veut dire que les capitalismes nationaux ont des formes de domination politique qui peuvent différer dans leurs modalités. Elles peuvent converger, elles convergent en général, mais elles gardent quand même une singularité. Il ne faut pas opposer la singularité des modes de domination politique d'une classe dominante, il ne faut pas l'opposer aux tendances générales qui sont celles, par exemple, aujourd'hui, de la marche, disons, à ce que certains appellent l'État illibéral ou néofasciste, etc., etc. Et là, l'histoire nous montre quand même que pourquoi l'État a joué ce rôle, et pourquoi l'armée a joué ce rôle au sein de l'État. On ne va pas remonter à la monarchie absolutiste de Louis XIV, mais qui a été la première puissance au XVIIe siècle, et il l'a été essentiellement par la guerre. Les historiens
historiens ont documenté la tragédie ensuite que ça a représenté pour le décollage économique de la France, qui a pris du retard, en particulier parce que Louis XIV avait ruiné la France avec ses guerres incessantes. Il faut voir ensuite au sein du XIXe siècle le rôle de l'État. L'État, ça a été l'élément central de protection des classes dominantes. Elles étaient diverses, c'était les aristocrates fonciers, c'était la bourgeoisie industrielle, c'était la bourgeoisie financière. Mais elle a été le rempart contre ce qui a été une spécificité de la France, c'est-à-dire la résistance de ceux d'en bas, depuis non seulement la Révolution française de 1789, mais également le mouvement des canuts en 1830, l'ajout du terme social à la revendication de la République par les ouvriers parisiens en 1848, la Commune de Paris qui instaure un certain nombre de mesures d'égalité entre les sexes, qui instaure, faut s'imaginer ce que ça représentait dans la France de 1871, qui instaure également l'école laïque, qui, comme dit Marx, fait que les étrangers, les généraux étrangers ont eu l'honneur de mourir pour défendre la commune. Il parle de Dąbrowski, le général polonais, et d'autres. Il faut comprendre que face à une... je ne vais pas continuer avec 1936 et 1968, mais il faut comprendre que dans un pays qui est agité de ces convulsions, et il est aussi agité parce que la classe dominante est organisée autour de l'État, et donc que les mouvements sociaux tendent à immédiatement poser la question de l'hostilité face à l'État. C'est un jeu de va-et-vient, quoi. La centralisation de l'État est faite pour protéger contre ceux d'en bas, mais ceux d'en bas comprennent très bien que derrière la classe dominante, vous avez un État, et donc tendent à politiser leurs revendications. Ce jeu de va-et-vient, il continue, et il continue avec la Ve République. Toutes les républiques de la première à la cinquième, ont été créées, introduites, intronisées par un coup d'État militaire, dont la cinquième bien sûr, mais c'est pas une nouveauté, c'est vraiment une continuité. Donc constater que l'armée est la colonne vertébrale de l'État. Et donc, in fine, des rapports sociaux, dernier défenseur de la société, comme disait Flaubert dans son dictionnaire des idées reçues, de façon ironique, mais pas une armée putschiste. On est en république, on est en démocratie, on est dans un pays où, pour des raisons diverses, le coup d'État militaire n'est pas à l'ordre du jour. L'armée est en général, et sous la Ve République et aujourd'hui encore, rentrée dans ses casernes, mais fait sentir son poids à chaque fois que c'est nécessaire. Et on le voit bien dans la Ve République, par exemple dans l'instauration des conseils de défense. On le voit bien, c'est très documenté par les journalistes, le rôle de l'état-major des armées dans la guerre en Libye. Les journalistes du Figaro disaient que les généraux piaffaient d'impatience avant cette guerre, ou dans la guerre du Mali. On pourrait voir aujourd'hui la façon dont l'état-major a assez précocement, je veux dire depuis 2-3 ans, constatant la débâcle au Sahel, commencer à orienter la politique de la France, et donc d'une certaine manière conseiller, on va dire, pour être gentil, à Macron de se tourner un peu plus vers l'OTAN qu'il ne le fait, pour tenter de réintégrer des postes d'état-major dans l'OTAN. C'est pas très réussi d'ailleurs si on suit le rapport de la Cour des comptes sur cette question, mais on voit bien que l'armée joue un rôle absolument central, même discret, c'est très important, même discret, lorsque Macron augmente de 50% le budget militaire entre 2017 et 2022, et quand, dans la nouvelle loi de programmation militaire 2024-2030, il augmente de nouveau de 50%, et quand il nous annonce aujourd'hui que nous sommes dans une économie de guerre et que le budget français, hors pension, fait à peu près 50 milliards d'euros en 2025, il va falloir le passer à 70, voire à 100 milliards d'euros d'ici 2030, on comprend bien que l'armée est chez elle dans la Ve République. Et comment, ou plutôt, parce que vous parliez des institutions, quelles institutions ça façonne ? Comment ça façonne les institutions ? Parce que, d'une certaine manière, vous révélez des coulisses qui sont pas évidentes. Déjà, je pense que dans même l'espace intellectuel français en général, lier les questions extérieures, de politique extérieure, aux questions de maintien de l'ordre ou de politique intérieure,
C'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce régime qu'elle façonne, ce régime de la Ve République ? La première chose que la centralité de l'armée façonne, c'est qu'il y a un consensus, il n'y a pas de discussion sur la place de l'armée et la nécessité pour la France de continuer à être une grande puissance militaire dans le monde et à intervenir partout, enfin, pas partout, mais à chaque fois que c'est possible pour rappeler qu'elle reste une grande puissance militaire. Il n'y a pas de discussion sur cette question. Il y a des inventions sémantiques que tous les constitutionnalistes dénoncent d'ailleurs, de considérer que la politique extérieure est le domaine réservé de l'État, du chef de l'État, pardon, excusez-moi. C'est une formule qui fait bondir les constitutionnalistes parce que d'une part, elle n'est pas inscrite dans la Constitution, mais elle est d'autre part complètement acceptée et intériorisée en disant ah bah oui, c'est du rôle du président de la République. Il n'y a pas de discussion au Parlement, hein, c'est le chef de l'État qui décide de l'entrée en guerre. Alors c'est bizarre parce que j'avais recensé dans le militaire une histoire française en 2017, j'avais recensé plus de 110 interventions militaires de la France depuis les années 90. Donc comment peut-on intervenir militairement alors qu'il faut que le Parlement l'autorise ? Or, le Parlement n'a jamais autorisé une guerre depuis au moins une quarantaine d'années. Peut-être plus. La réponse est très simple. C'est Michel Rocard qui l'a donnée, y compris à propos de la participation de la France à la première guerre en Irak en 1991. Il a dit « Nous ne demandons pas au Parlement de voter la guerre, car nous ne faisons pas la guerre, nous faisons une opération militaire internationale décidée par le Conseil de sécurité de l'ONU. » Et les 110 guerres à peu près menées par la France, principalement en Afrique, interventions militaires, ont toutes, y compris la Libye et le Mali, ont toutes été qualifiées d'intervention militaire et non pas de guerre, ce qui a permis d'avoir aucune discussion. Un an avant les élections présidentielles de 2022, un député macroniste, maire, avait difficilement fait adopter un rapport d'information, c'est toujours l'information, mais c'est quand même utile, dans laquelle une de ses propositions iconoclastes était de mettre en place une commission parlementaire de contrôle des exportations d'armes. C'est quelque chose qui existe dans tous les autres pays démocratiques, à commencer par les États-Unis. Ça n'empêche absolument pas les États-Unis de détenir 40% du marché mondial des exportations d'armes, mais c'est une apparence démocratique qui permet quelques discussions. Enfin, la démocratie, elle vit de la discussion, elle vit des informations, elle permet aux citoyens de se mobiliser, d'être informés. Enfin, c'est ça le rôle de la démocratie parlementaire en principe. Et cette proposition d'instaurer une commission parlementaire de contrôle des exportations a été retoquée immédiatement dans un procédé d'ailleurs assez cynique, hein, où on a fait fuiter une note de la DGSE, la Direction Générale des Services Extérieurs, disant qu'on était très inquiet que cette proposition soit adoptée parce qu'elle pourrait mettre en cause la sécurité nationale de la France. Donc, y compris dans les formes, on a vu comment cette proposition a été avortée. Vous n'avez pas de discussion au Parlement sur la défense, vous n'avez pas de groupe de réflexion sur la défense qui soit autonome, comme ça existe aux États-Unis, où le débat a lieu, encore une fois. Il ne s'agit pas de valoriser ce système, il est simplement à l'image de la démocratie, hein, simplement à partir du moment où ces classes dominantes revendiquent qu'elles sont démocratiques, eh ben, elles doivent ouvrir les chantiers de la discussion, les vannes de la discussion. Vous n'avez rien de tel. Là, pratiquement, vous entendrez dans les médias que les représentants des groupes de réflexion, les think tanks, qui sont financés au sens explicite, hein, par le ministère de la Défense. Je pense en particulier à la Fondation de recherche stratégique, mais il y en a d'autres. Hein. Donc, vous n'avez aucune discussion. Vous avez même depuis quelques années un processus, disons, d'entrée
du ministère de la Défense dans les lieux intellectuels et les lieux de réflexion, les écoles avec le SNU, mais aussi dans les universités qui sont exsangues financièrement, épuisées financièrement, et auxquelles le ministère de la Défense propose régulièrement une collaboration pour quelques milliers d'euros. Pour lui, sur un budget de 50 milliards, c'est pas grand-chose, hein, mais qui, pour une université exsangue qui doit continuer à fournir des cours à des centaines ou des milliers d'étudiants, représente une manne. Et donc vous avez cette entrée, disons, systématique maintenant, hein, du ministère de la Défense sous la forme de contrats de collaboration avec les universités. Enfin, vous avez un paysage, si vous voulez, médiatico-idéologique qui est complètement subjugué par la question militaire et contrôlé, et le débat contrôlé par les militaires. Et malgré cela, ou en tout cas peut-être à cause de cela, c'est les deux, mais en tout cas vous montrez que le militarisme c'est une force antidémocratique, c'est une pression, ça exerce une pression autoritaire, ça sature l'activité de l'État, ça vient jouer tous les rôles réactionnaires que vous venez de dire. Et malgré tout, comme vous l'avez dit, il y a un consensus militariste des forces institutionnelles qui est total. Lors du vote de la dernière loi de programmation militaire, c'était assez marquant, puisqu'il y avait à la fois un consensus évidemment du côté de la gauche plus institutionnel, plus traditionnel, des Verts et du Parti socialiste, on va dire sur le projet d'augmentation importante du budget de l'armée, mais même du côté d'une force comme la France insoumise, qui est plus radicale, il y a une logique de remettre en cause la forme, la logique, par exemple, de dire qu'il ne faut pas faire de cette manière, qu'il faut intégrer l'enjeu écologique, etc. Mais surtout pas de remise en cause du principe même, par exemple, de l'augmentation continue des budgets militaires. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce consensus militariste en France? Est-ce qu'il a toujours existé et comment, justement, il est reproduit par le système militaro-industriel que vous décrivez, même si vous avez donné déjà quelques éléments en ce sens? Il y a une tradition antimilitariste ancienne en France. Hein. Les dockers ont souvent, en plusieurs occasions, pendant la guerre de Corée, ou même parfois en Indochine, empêché un certain nombre de livraisons d'armes de partir. Il y a des mouvements, disons, antimilitaristes qui se sont développés lorsque la France est intervenue au Maroc dans la guerre du Rif au milieu des années 20. Il y a une tradition antimilitariste en France qui est très forte, qui est un peu, si vous voulez, le pendant ou le contraire de la puissance de l'État militarisé tel que je l'ai rappelé en France depuis des siècles. Donc vous avez cette tradition antimilitariste. Elle s'est, malheureusement on pourrait dire, hein, progressivement affaissée, cette tradition. Elle s'est progressivement désintégrée presque, hein, hélas, hein, pour beaucoup de raisons. Enfin, on peut en énumérer quelques-unes. Il est clair que la victoire de François Mitterrand en 1981, qui par exemple interdisait, sauf exception, les ventes d'armes, ou qui décidait de l'abandon de la force nucléaire, hein, c'était deux des engagements du programme commun de l'Union de la gauche. Il est clair que le revirement intégral sur cette question, sans qu'il y ait eu beaucoup de contestations ni au Parti socialiste ni ailleurs, a pesé. Le fait que Mitterrand se soit inscrit dans la politique africaine, gaulliste ou néo-gaulliste, et plus tard François Hollande de la même façon, a pesé indiscutablement. Donc il y a là une tradition de militarisme, on va dire, et non pas d'antimilitarisme, qui est malheureusement en hausse, et en particulier par le refus de ces partis politiques qui étaient élus en principe pour faire autre chose que ce qu'ils ont réellement fait. Il y a cette difficulté à vaincre. Et puis il y a, de façon secondaire et absolument pas fautive, ce n'est pas une critique de responsabilité que je mets en place ici, mais il y a la sous-estimation dans la réflexion critique, on en a déjà discuté une ou deux fois durant cet entretien, du fait que le capitalisme, c'est un régime de domination sociale, et il a besoin, pour
force-là, d'une force armée, d'une force répressive à l'intérieur, mais aussi d'une force armée pour l'extérieur. Donc il y a cette sous-estimation finalement qu'on peut condamner les interventions militaires de la France, mais que ce n'est pas au cœur même du système de domination sociopolitique de la Ve République, que c'est simplement, disons, quelque chose qu'on pourrait réformer, qu'on pourrait modifier, je vais dire à la marge. Pas mal de rapports parlementaires faits par les courants dominants ont régulièrement annoncé la fin de la France-Afrique depuis une vingtaine d'années, avec un langage parfois sévère sur le fait que les Africains nous aimaient de moins en moins et qu'il fallait en prendre acte et qu'il fallait changer. Je pourrais, je les ai cités, ces rapports parlementaires, encore une fois, des courants dominants du Parlement de droite ou de gauche. Ça n'a rien changé parce que les forces sociales, si vous voulez, les forces économiques qui sont derrière le militarisme sont encore suffisamment puissantes. Donc il y a un déficit, oui, je crois, un déficit de réflexion sur ce que signifie le militarisme français et par conséquent un déficit de réflexion sur ce que signifie l'antimilitarisme. Ce n'est pas simplement un déficit de réflexion intellectuelle, c'est un déficit qui est ancré, si vous voulez, dans une sorte d'acceptation passive ou de résignation passive, je pense qu'il faudrait dire pour certains, de résignation passive, que c'est un problème qui est tellement compliqué qu'il vaut mieux s'occuper d'abord de sauver des emplois en France. Or, une partie de mes travaux consiste précisément à dire que même sur le plan de l'emploi, l'industrie d'armement est aujourd'hui destructrice et dévastatrice du système industriel français. Alors, c'est exactement ce vers quoi je voulais aller pour conclure. Un aspect du consensus militariste aujourd'hui, c'est l'idée que d'une certaine manière, de toute façon, il est inéluctable, ce processus de militarisation, mais même qui serait d'une certaine manière peut-être une opportunité. Alors, on entend qu'il faut de la militarisation, mais avec de la justice sociale, sous condition que les riches participent, voire même que la militarisation, j'entendais récemment Ruffin, par exemple, qui prenait l'exemple du New Deal, en faisant une analogie, en disant ça peut être au service d'un rééquilibrage et de plus de justice sociale. Et évidemment, la question de l'emploi, de l'industrialisation sont convoquées comme des exemples de choses qui pourraient être résolues par la militarisation. Dans vos travaux, comme vous venez de le dire, vous montrez au contraire le rôle parasitaire de l'industrie de l'armement. Je voulais vous demander, comme dernière question, plus largement, d'une certaine manière, que doivent attendre vraiment les travailleurs et les classes populaires de l'accélération de la course à l'armement, par-delà justement ces récits, cette propagande qu'on peut entendre? Moi, je dirais plutôt qu'est-ce que doivent craindre les salariés de cette situation qui est maintenant généralisée à l'échelle du monde, mais en particulier à l'Union européenne. Et il est clair que ça va donner de nouveau une justification à l'augmentation des dépenses militaires en France. Je ne veux pas être trop long sur l'Union européenne, mais il est clair que les 800 milliards qui ont été décidés dans le plan Rearm Europe au milieu du mois de mars 2025 vont non seulement militariser encore plus l'Union européenne. J'ai montré dans plusieurs articles que cette militarisation, elle avait commencé déjà depuis le milieu des années 2010. Il y a une augmentation de 50% des dépenses militaires de l'Union européenne entre 2014 et 2024, donc vous voyez qu'on n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour se militariser en Europe, mais elle va surtout maintenir et développer les systèmes militaro-industriels nationaux. Je ne veux pas rentrer dans le détail de la discussion pour ne pas être trop long sur cette question, mais il n'y a rien qui ressemble à quelque chose d'une Europe qui pourrait se défendre contre l'impérialisme russe. Il s'agit essentiellement de continuer à perpétuer un système en Europe, qui fait la part belle aux systèmes militaro-industriels nationaux, et à commencer bien sûr par le système français, mais aussi le système allemand. Donc il y a beaucoup de discours que je suis actuellement en train d'essayer de démonter par écrit. Il y a beaucoup de discours sur le fait que ça va booster l'économie européenne, ça va stimuler l'économie européenne, et donc par là les emplois. Il est presque piquant et ironique d'entendre ce discours de la part des gens qui, il y a quelques mois, nous expliquaient encore qu'il était impossible d'augmenter les dépenses publiques civiles
à finalité utilitaire, sociale, collective, parce que sinon ça serait la catastrophe pour l'Europe. Les dépenses militaires pourraient, elles, jouer un rôle stimulant. Il est assez piquant et ironique d'entendre ceux qui nous expliquaient, jusqu'à il y a quelques mois encore, que les technologies venaient principalement du civil et que l'intelligence artificielle était quand même le meilleur exemple. Et c'est vrai que ça avait été conçu dans les milieux civils, ensuite exploité par les militaires, bien entendu, mais conçu dans les milieux civils. Donc il n'y avait pas lieu de continuer à nourrir la recherche et développement militaire. Tous ceux qui nous expliquaient ça nous expliquent maintenant que le développement de la recherche et développement militaire va stimuler l'innovation civile, etc., etc. Donc on voit que les discours, en quelque sorte, des penseurs dominants s'adaptent, disons, aux réalités, et ce qui est évidemment, pour moi, tragique du point de vue de ce que signifie l'engagement intellectuel citoyen et même, j'allais dire, honnête, quoi. Alors, il y a pas grand-chose à attendre et beaucoup à craindre. Je pense que là-dessus, n'importe quel citoyen peut lire les journaux, nous annoncer que François Bayrou, c'était le titre du Monde hier, s'apprête à annoncer une réduction des dépenses. Et oui, avec le déficit budgétaire de la France, que la France connaît aujourd'hui, passer de 50 milliards à 70 milliards, voire à 100 milliards, comme le propose le ministre Lecornu, le ministre de la Défense, c'est clair qu'il va falloir faire des économies de dépenses publiques, c'est-à-dire de rogner un petit peu plus sur l'éducation, sur tout ce qui sert un peu de filet social, on va dire, de résistance sociale à une population qui est aujourd'hui frappée par le chômage et la précarité de l'emploi, ou un avenir relativement sombre pour une bonne partie de la jeunesse. Donc il n'y a pas grand-chose à attendre. Les industries d'armement pourront éventuellement créer quelques emplois, ça reste à vérifier, et ce n'est pas franchement confirmé de façon massive depuis 2017, selon les chiffres que j'ai consultés, aussi bien de différentes bases de données, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on pourra en discuter plus tard si vous voulez, quoi. C'est pas franchement net, mais disons que, acceptons l'argument que dans les entreprises d'armement, il y aurait quelques milliers de créations d'emplois, mais tout ce que j'essaye de montrer dans mes travaux et qui est en général caché, et d'ailleurs très peu analysé, avant d'être caché, il est même très peu analysé, à savoir les effets dévastateurs de la production d'armes, enfin des crédits militaires et de la production d'armes sur l'ensemble du système industriel français, les coûts donc négatifs, l'aspect négatif de l'impact de la production d'armes sur l'ensemble de l'industrie française l'emporte très largement sur les quelques milliers d'emplois qui pourraient être créés dans les quelques grands groupes de l'armement ou leurs sous-traitants. C'est ça l'enjeu aujourd'hui sur le plan de l'emploi pour les salariés légitimement inquiets, et on comprend qu'ils soient très inquiets sur l'avenir de leurs emplois, c'est de comprendre que les quelques centaines ou milliers d'emplois qui seront créés, en tout cas annoncés, avant d'être créés, autour de l'industrie d'armement, n'empêcheront pas et même accéléreront le déclin industriel dans les autres secteurs, parce que quand vous commencez à mobiliser des entreprises aujourd'hui frappées par les délocalisations organisées par Renault, qui sont donc des entreprises purement civiles, quand vous commencez à les mobiliser pour l'armement, vous sauvez les emplois provisoirement, mais vous contribuez à détruire le tissu social de cette industrie de la construction mécanique, des équipementiers qui sont si importants dans les économies capitalistes, et c'est ça qui sert la Chine, le Japon ou l'Allemagne ou l'Italie, et vous contribuez à détruire ce tissu industriel de PME en les orientant vers les marchés prometteurs, soi-disant, de l'armement, en les spécialisant dans l'armement et en étant incapables à partir de là de leur permettre de résister à la concurrence des sous-traitants étrangers, ce qui justifiera dans quelques mois la justification par les grands groupes civils qu'on est obligé d'aller à l'étranger parce qu'on n'a plus de sous-traitants en France, parce que ces sous-traitants sont justement mobilisés pour la défense. C'est ça qu'il faut expliquer aux citoyens, c'est ça qu'il faut leur faire comprendre. C'est un travail d'économiste, mais pas seulement d'économiste. C'est à mener avec les organisations syndicales des entreprises concernées, avec les bureaux d'études qui travaillent, disons, dans cette perspective, les instituts de recherche qui travaillent dans la perspective, disons, de préoccupation des droits de défense des salariés. C'est ça qu'il faut expliquer. Les bénéfices
de l'industrie d'armement, je parle en matière d'emploi, puisque c'est ce que vous m'avez demandé, les bénéfices que pourrait procurer l'industrie d'armement en termes d'emploi sont incommensurablement plus faibles que les désastres et les effets négatifs que cette industrie d'armement continuera de provoquer sur le système industriel de la France. Merci énormément, Claude Serfati. En 2022, au moment de la présentation de l'État radicalisé, je me rappelle que vous expliquiez que la réponse possible à cette radicalisation de l'État, c'était les mouvements sociaux qu'on voyait à l'époque, et vous citiez, je me rappelle, les Gilets jaunes, les mouvements antiracistes autour du comité Adama, mais aussi la première bataille des retraites. Et je pense que vous serez d'accord pour dire que ces luttes, il va encore y en avoir besoin, ces résistances face à la situation que vous décrivez. Je rappelle votre dernier livre, Un monde en guerre, qui est donc paru en 2024 et qui donne énormément de clés pour comprendre ces différents éléments, de la crise environnementale à la question de l'intelligence artificielle, en passant par le rôle impérialiste de l'Union européenne, la question de la Chine, des États-Unis, etc. Et j'invite aussi à réinvestir d'une certaine manière vos livres précédents, au moment où le militarisme et la militarisation va de plus en plus structurer d'une certaine manière notre quotidien et notre actualité politique. J'en profite pour dire qu'avec Révolution Permanente, on mène actuellement une campagne contre la militarisation et contre la Ve République. Et évidemment, on invite toutes les personnes qui visionnent cet entretien à rejoindre les comités de campagne pour participer à ce travail. Et par ailleurs, on organisera le 24 mai un grand meeting international contre la guerre et contre l'extrême droite qui sera à Paris. Je vous remercie à nouveau, Claude Serfati, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel entretien. Le 24 mai, on organise un grand meeting international contre la guerre et l'extrême droite. Alors inscris-toi vite, le lien est dans la description.